Parce que tout peut péter demain. J'apprendrai à prendre soin. Alors tiens ma main dans le silence. Et on va tenter la chance. Yes! Podcast Prendre soin, 3e épisode. Charles-Auguste au micro, ça me fait plaisir d'être là avec vous. Je me suis dit, il faut que je commence par des épisodes faciles. C'est ça aussi, prendre soin de soi, c'est faire des affaires faciles. Et il y a un truc pour moi qui est tellement commun dans ma vie que je me suis dit que ça allait être facile d'en parler. C'est comment prendre soin dans des cours de musique. C'est très spécifique, là, mais dans ma vie, il m'a été donné de donner beaucoup de cours de musique. J'ai commencé à en donner peut-être à 15 ans. Maintenant, j'ai 36 ans. Fait que ça fait au moins 20 ans que je donne des cours de musique à toutes les années, dans plein de contextes, à des enfants, à des adultes, des cours de chant, des cours de guitare, de la composition, sur Internet, en personne, des cours individuels, des cours de groupe. J'ai tout fait. Et à travers ces cours, j'ai essayé de prendre soin. J'ai essayé beaucoup de prendre soin et j'ai envie de vous partager un petit peu mon expérience sur les différentes manières que j'ai mis en place pour prendre soin des participants, participantes, des élèves dans mes cours de musique. Donc, on va passer, je me prends un crayon, là, même pour me noter à mesure, pour être sûr de ne pas oublier. On va parler de mon passage à Jeune musicien du monde, quand je donnais des cours d'éveil musical pour les enfants dans les garderies. On va parler des cours de musique pour les enfants autistes que je donnais à l'Arquemuse. On va parler aussi de la chorale Tout le monde dans le chant, qui est une chorale que j'ai lancée il y a peut-être 5-6 ans, que maintenant, c'est plus moi qui dirige, c'est une amie qui dirige. Mais cette chorale est encore profondément dans mon cœur, puis je vais vous expliquer comment j'ai structuré la chorale pour prendre soin du monde. Fait que ça va être les trois points sur lesquels je vais vous faire des partages. Quand j'ai commencé à enseigner à Jeunes musiciens du monde, j'avais rentré là à cause de mon ami Thierry qui m'avait dit « Ah, il reste une place. » Puis moi, je connaissais pas ça du tout, l'éveil musical. L'éveil musical, c'est quand tu vas donner des cours de musique à des enfants très jeunes. J'ai déjà donné des cours à des enfants qui avaient 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Fait que très, très jeunes. Là. Mais on s'entend qu'à cet âge-là, il ne prend pas la guitare pour jouer un do dièse. Là. C'est vraiment de l'éveil musical. Fait que c'est comment lui faire expérimenter la musique à partir de sa perspective de poupon. Puis, à Jeunes musiciens du monde, habituellement, notre clientèle la plus standard, c'était la clientèle des garderies à Québec. Fait que je pense que la moyenne d'âge, pas la moyenne, mais le range, le registre d'âge dans une garderie, c'est à partir de quelques mois jusqu'à 4-5 ans. Après 4-5 ans, ils vont à la maternelle, j'imagine. Fait que c'est dans ces types d'âge-là. Et je connaissais rien à l'éveil musical. Moi, j'avais juste donné des cours de musique à des adultes et aussi à des enfants un peu, mais des enfants plus vieux, là, puis pas dans un contexte d'éveil musical. On prenait vraiment soin des enfants avec une multitude de petits trucs qui visaient, je vous dirais, un premier truc là, pour prendre soin, essayez de vous mettre à la place de la personne. Parce que d'un fois, on ne se rend pas compte du tout qu'est-ce qui ferait du bien à l'autre parce que sa réalité est tellement différente de la nôtre, sa perspective est tellement différente de la nôtre qu'on fait les choses que nous, ça nous fait du bien, donc qu'on fait pour prendre soin de nous, mais en réalité, pour l'autre, c'est pas du tout ça qu'il a besoin. T'sais. Fait que, par exemple, avec les tout petits enfants, une des choses qu'ils nous disaient en formation, c'est « mettez-vous à leur hauteur ». Il faut se mettre à genoux, il faut se mettre à terre, il faut leur parler à leur hauteur. Tu sais, parler à un enfant de 1 an quand toi t'es debout puis tu mesures 6 pieds 2 comme moi, 6 pieds 4 avec les cheveux, l'enfant il décroche là, parce qu'il ne sent pas qu'il est connecté avec toi parce qu'il était ben trop haut. Tu sais. Fait que, première chose, j'ai appris, il faut se mettre à la hauteur des enfants, se descendre à leur niveau, les regarder puis se mettre vraiment dans une perspective où ça va faire moins peur pour eux d'être comme proches puis à la même hauteur. Après ça, pour qu'ils puissent développer leur langage
Il faut que les enfants puissent voir tes lèvres. Il faut qu'ils puissent te voir chanter et voir tes lèvres et ta bouche bouger quand tu chantes. Encore là, quand tu es trop haut, ils ne peuvent pas si bien les voir. Alors que quand tu es bas, à leur hauteur, ils peuvent voir tes lèvres et donc apprendre à prononcer les mots. C'était un gros défi pour moi parce que je suis quelqu'un de 6 pieds 2, puis ayant mal au dos, être accroupi à terre devant des enfants, c'est pas une posture qui est si confortable à long terme. Moi, je l'ai toujours dit, un jour, si je gagne à la loterie, il n'y aura pas une grande différence de l'extérieur, mais il va y avoir des petits signes subtils qui montrent que j'ai gagné à la loterie. Le premier, c'est que je vais me faire construire une salle d'éveil musical spécialisée où les enfants sont assis sur le sol. En général, en éveil musical, c'est ça, les enfants sont assis sur le sol. Et moi, je suis dans un genre de trou pour que quand je sois debout dans mon trou, le sol m'arrive à la taille pour pouvoir donner des cours debout, mais que les enfants sont à la même hauteur que ma face. C'est un peu absurde, là, on s'entend. Là. C'est un peu une joke, puis il ne faut pas que les enfants tombent dans le trou avec toi. Là. Mais c'est ça que j'aimerais, une sorte de trou que moi, je peux être debout, je peux me déplacer d'un enfant à l'autre sans avoir besoin d'être accroupi à quatre pattes. Un jour, peut-être que j'aurai accès à ça. Donc, se mettre à la hauteur. Et se mettre dans leur perspective, ça veut aussi dire voir comment ils perçoivent la vie. Et pour des enfants, un des éléments qui nous disait vraiment, Jeunes musiciens du monde, c'est on veut les aborder avec des histoires. J'ai une croyance profonde que le cerveau humain, ce qu'il processe le mieux, c'est des histoires. J'avais déjà entendu à un moment donné la citation, l'histoire, donc raconter une histoire, un narratif, est le document PDF du cerveau humain. C'est ce qui lui permet de transférer de l'information d'un cerveau à un autre. Il faut qu'il formate cette information-là. Bien, il va la formater sous forme d'une histoire. C'est la manière la meilleure pour transformer de l'information. D'ailleurs, si vous regardez les grands contes classiques, grecs, romains, Homère, tout ça, l'Odyssée, c'était des histoires qui transféraient des sagesses de génération en génération. Les sagesses auraient pu être sagesse numéro 1. C'est important de faire attention de ne pas se cogner le petit orteil parce que ça fait très mal. Sagesse numéro 2, ça aurait pu être juste une liste de sagesse, mais non, parce qu'une liste, c'est pas le format idéal du cerveau humain pour retenir. Ce que le cerveau humain retient, c'est des histoires. Et donc, on travaillait à Jeunes musiciens du monde que chaque exercice fasse partie d'un petit narratif, d'une petite histoire, des petits personnages, etc. Puis on avait donc des marionnettes pour nous aider. Encore une fois, moi, si je prends un cours de musique, je ne sais pas à quel point j'ai l'intérêt que le prof utilise une marionnette, mais mettons-nous à la place d'un enfant. Ils ont envie d'être stimulés par de la couleur, par des choses qui sortent de l'ordinaire. Une marionnette, ça va direct là, puis ça fait super bien. Fait qu'on avait même des petits cours de marionnettes. C'était bien cute. Un autre élément aussi qu'on faisait à Jeunes musiciens du monde en éveil musical, dans le fond, on se déplaçait de garderie en garderie et on allait donner 45 minutes, si je me rappelle bien, d'éveil musical dans chaque garderie de notre réseau à chaque semaine. Chaque personne avait, mettons, 5, 6, 7 garderies, peut-être moins. Puis on se déplaçait, puis on allait faire toutes les garderies. Et un autre élément qui était bien important pour prendre soin, c'était le contexte. Dans le sens où d'un fois, on arrivait dans des garderies, puis pour pouvoir éveiller musicalement les jeunes, c'était difficile d'aller chercher leur attention parce qu'il y avait beaucoup de distractions autour. Par exemple, la gardienne, c'est en garderie, en milieu familial, il y avait un chien qui d'un fois jappait. Il pouvait avoir une TV ouverte un petit peu plus loin en arrière. Il pouvait avoir quelqu'un, genre l'ado de la famille qui était sur son cellulaire, sur le divan, tu sais, puis ils ont 100% le droit, mais c'est juste que dans le cadre où tu veux vraiment prendre soin du système nerveux de tes élèves, il faut adapter l'environnement. Puis on avait commencé à prendre le réflexe de faire des demandes spécifiques aux éducatrices en garderie. Il y a souvent des éducateurs aussi, mais à l'époque, c'était juste des éducatrices, pour adapter l'environnement, pour diminuer les stimulations, pour que les enfants puissent vraiment se connecter à ce qu'on leur propose avec une attention stable, ce qui est très difficile quand il y a des stimulations autour. Une chose qui aidait aussi à sécuriser le système nerveux des enfants et que j'ai réutilisé avec mes cours d'éveil musicaux pour les enfants autistes à l'École de musique Archemuse, c'était d'avoir un horaire
qui est une sorte de rectangle vertical en carton. Et sur ce rectangle vertical-là, il y avait comme tous les pictogrammes du déroulement du cours d'éveil musical. Et parce que c'est des enfants qui ne savent pas lire encore, faut que tu ne peux pas vraiment l'écrire, mais c'était des pictogrammes qui représentaient, par exemple, le premier pictogramme, c'est une main qui dit bonjour. Bon, ben ça veut dire que c'est la chanson de bonjour. Bonjour, bonjour, je m'appelle Charles-Auguste. Allô, 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 Charles-Auguste. Allô, 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 Charles-Auguste. Et là, pictogramme de la chanson du bonjour, puis après ça, on a tous les autres pictogrammes pour amener un pictogramme de maracas parce qu'on va faire un exercice avec des maracas, ou un pictogramme de lion parce qu'on va faire un exercice qui parle du lion, tout ça. Et ça permet donc aux jeunes de se sécuriser dans le cadre parce qu'ils peuvent voir, OK, on a fait la première activité, il nous en reste 5 à faire, l'exercice du lion est à telle place, tout ça. Ça donne une sorte de sécurité de pouvoir prévoir comme ça qu'est-ce qui arrive. Et aussi, ça permet d'engager les jeunes de manière plus active dans leur apprentissage parce que la dernière chose que vous voulez, c'est que les jeunes soient passifs quand vous voulez leur apprendre quelque chose. Puis ça compte aussi pour des adultes, là. Et donc, on essaie de penser à une panoplie de petits trucs pour les engager dans l'apprentissage. Et une des façons de s'engager, c'est que c'était chacun leur tour aux jeunes, à la fin de chaque exercice, d'aller décoller la petite flèche rouge avec du velcro sur l'horaire et de la mettre sur la prochaine activité. Et même les jeunes de 3 mois venaient, avec l'aide de l'éducatrice, avec leurs petites mains, prendre la petite flèche avec l'éducatrice qui tenait leurs mains, là, pour la coller sur l'exercice d'après. Donc, chaque jeune sentait qu'il était impliqué dans le processus d'apprentissage parce que ça pouvait être à son tour d'aller changer la flèche à quelque part pendant l'activité et que c'était clair pour tout le monde d'où on arrivait, où on allait pendant l'activité. Je pensais à autre chose. C'est quoi déjà? Je m'en rappelle plus. Pas grave. OK. Et il y a toute une réflexion à avoir aussi entre la proportion d'anciens exercices ou d'anciennes chansons et de nouveaux exercices et de nouvelles chansons. Par exemple, si je fais un cours de musique pour des enfants, d'éveil musical, puis c'est juste tout le temps les mêmes chansons, puis les mêmes exercices, les mêmes activités d'un cours à l'autre, à un moment donné, ils vont s'ennuyer. Ils vont manquer de stimulation, ils vont manquer de nouveautés. Ils vont manquer de surprise. Leur attention va descendre. En même temps, si je fais un cours qui c'est juste du nouveau, puis il n'y a rien qu'ils connaissent déjà dans ce cours-là, c'est trop insécurisant d'arriver avec juste du nouveau, c'est trop déstabilisant. Il y a une science d'un équilibre à trouver entre une certaine portion des activités qu'on refait à chaque fois, peut-être avec des petites variations, et une certaine portion qui évolue, pour que trouver le meilleur des deux mondes entre la stabilité et la sécurité de la répétition et des traditions, et en même temps la surprise et la stimulation de la nouveauté. Souvent, par exemple, la chanson de début que je vous ai chantée tantôt et la chanson de fin, c'était toujours les mêmes. Fait qu'il y avait comme le début et la fin du cadre qui étaient toujours les mêmes, qui aidaient à encadrer dans une sécurité les ateliers. Et au milieu, il y avait certaines activités qui changeaient. C'est important aussi pour nous que chaque enfant puisse être reconnu au début et à la fin des activités. Par ça, ce que je veux dire, c'est que l'attention soit posée alternativement sur chacun des enfants d'une manière bienveillante pour l'accueillir et le reconnaître. Et on faisait ça de manière très concrète en chantant la petite chanson que je vous ai chantée tantôt. Je vous en fais un petit bout pour le fun, qui était... C'est pas moi qui l'ai inventé. Bonjour, bonjour, je m'appelle Charles-Auguste. Allô, 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 allô. Puis là, tout le monde chante. Allô, Charles-Auguste. Allô, 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 Charles-Auguste. Puis là, on faisait ça pour chaque enfant. Bonjour, bonjour. Tu t'appelles. Puis là, l'enfant disait son nom. Mathis. Puis là, tout le monde chantait. Allô, 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 Mathis. Puis là, ainsi de suite. Pour les enfants très, très petits, c'est l'éducatrice qui disait leur nom à côté. Et donc, ça permettait à chaque enfant d'être reconnu et inclus dans le groupe au début et à la fin des activités. La chanson de la fin, c'était une autre chanson. Ben, je vous la fais pour le fun, celle de la fin aussi. Oh, excusez. À la prochaine, mon ami, mon ami. Passe une belle semaine,
et merci, et merci. Et là, on disait, chacun des enfants, bonjour Charles-Auguste, merci, merci. Je pense que c'était au revoir. Au revoir Mathis, merci, merci. Au revoir Ludovic, merci, ainsi de suite. Donc, chaque enfant était reconnu au début et à la fin. Ouais. C'est tous des éléments que j'ai apportés quand j'ai transféré à l'école de musique Archemuse pour structurer à l'aide d'une doctorante en pédagogie de la musique à l'Université Laval, en didactique musicale. Elle était spécialisée en didactique musicale pour les enfants autistes ou qui ont d'autres défis là, au niveau de l'apprentissage, par exemple TDAH. Et cette doctorante-là, cette docteure, en fait, pas doctorante, cette docteur-là, docteur en didactique musicale, m'avait aidé à structurer la formation pour les cours de musique pour les enfants autistes. Et là, le soin a pris une toute autre importance parce que c'est des enfants souvent qui ont des besoins très particuliers, un petit peu plus grands que des enfants neurotypiques, et donc ça demandait une grande adaptation. Je vous donne quelques exemples. Les groupes étaient uniquement de 4 enfants. Fait que j'avais devant moi 4 enfants assis sur des petits tapis et les parents étaient obligés d'être là derrière l'enfant. Fait qu'il y avait derrière l'enfant, il y avait sa mère ou son père. Et souvent, et c'est pour vous montrer à quel point les parents d'enfants qui vivent des défis de santé ou des troubles neurologiques ou des différences neurologiques, parfois sont vraiment investis, ça arrivait souvent que les 2 parents étaient là. Que, mettons, devant moi, je ne sais pas, tu sais, Brigitte, petit enfant sur son tapis, et que les 2 parents de Brigitte, son père et sa mère, sont là en arrière pour assister au cours de musique avec moi. Et donc, déjà là, on crée une sécurité parce que la présence du parent aide l'enfant à se co-réguler avec le parent. Après ça, je vous lance ça en vrac, là, parce que je ne me rappelle plus de tout, là, mais la salle était orientée de telle manière que les enfants puissent toujours avoir un œil sur la porte. Parce qu'il y a quelque chose de sécurisant à savoir que tu ne peux pas être surpris par quelqu'un qui arrive puis qui vient te surprendre par derrière parce que tu as la porte dans ta face, fait que tu peux scanner la pièce puis voir s'il y a quelqu'un qui rentre. Fait que c'était orienté de cette façon-là. Après ça, euh, quand les enfants entraient dans la salle, je voulais les saluer et les reconnaître encore là individuellement, leur dire salut, mais les enfants autistes ont un rapport, d'un fois, un petit peu plus compliqué à la salutation. Et donc, la manière qu'on avait trouvée pour rendre ça le plus confortable pour eux et elles, c'est que j'avais un petit poster, et sur le poster, il y avait des icônes qui représentaient différentes manières de se saluer. Donc, il y avait l'icône se taper dans la main. Il y avait l'icône se donner un câlin. Il y avait l'icône se faire un pouce en l'air. Il y avait l'icône dire salut avec la main, juste en la brassant. Il y avait l'icône faire une petite danse. Fait qu'il y avait plein de possibilités. Et l'enfant pouvait donc pointer pour dire de quelle manière il voulait être salué ce matin-là. Et je le saluais de cette manière-là après. Il n'y avait pas besoin de verbaliser, il n'y avait même pas besoin d'y réfléchir, il y avait juste besoin de regarder puis de pointer qu'est-ce qui l'inspirait ce matin-là. Ça, c'est quelque chose que je veux essayer de rajouter ailleurs dans ma vie. Et franchement, je trouve que c'est une très bonne idée de dire à quelqu'un, hey, j'ai envie de te saluer, pointe là-dessus, qu'est-ce qui te ferait du bien. Après ça, il y a beaucoup d'enfants qui avaient des coquilles pour essayer d'ajuster le niveau sonore à ce que leur système nerveux était capable de prendre en restant confortable. Veux pas, de la musique, ça fait du bruit quand même, là, c'est des sons. Puis il y a certains enfants qui avaient quand même vraiment besoin de douceur au niveau des sons, fait qu'ils étaient encouragés. Puis on en avait acheté aussi pour leur prêter là, des coquilles qu'ils pouvaient mettre à certains moments pour prendre soin de leur système nerveux. La salle, dans le fond, était structurée, moi assis, puis les 4 enfants devant moi, puis après ça, les 4 parents derrière. J'avais créé des petits pictogrammes avec les photos de chaque enfant, de leur visage, et des photos de mon visage aussi. Et les enfants, lorsqu'ils arrivaient, pouvaient décider sur lequel des 4 tapis ils allaient s'asseoir devant moi. Et sur une sorte de carte du local que j'avais mise, qui était plastifiée devant les enfants, ils prenaient le petit pictogramme correspondant à leur visage et allaient le coller sur un petit bout de velcro sur la représentation du tapis au bon endroit dans le local. Fait que moi, j'étais en avant, fait que ma face était déjà collée en avant, là, sur le tapis d'en avant. Et eux, il y avait les 4 tapis représentés
sur l'image et pouvait faire « Hey, je viens d'arriver, super, je prends le petit pictogramme qui avant était dans une sorte de petite maison, pictogramme de maison, c'est comme s'ils avaient quitté la maison chez eux, et ils venaient dans le local puis ils mettaient leur pictogramme au bon endroit. » Encore là, ça leur permet de cultiver une sorte de sécurité dans la représentation de leur environnement qui apparemment contribue à cultiver du calme dans leur système nerveux. Un des défis avec les cours de musique pour les enfants qui vivent avec un trouble du spectre autistique, c'est que beaucoup étaient non-verbaux. Et certains qui étaient quand même plus vieux, là, 7 ans, 8 ans, puis qui n'étaient pas nécessairement verbaux. Peut-être qu'ils étaient capables de s'exprimer avec des mots en présence de leurs parents, à la maison, dans un contexte très sécure, mais dans le contexte du cours, ils n'étaient pas nécessairement capables de s'exprimer avec des mots. Et donc, il fallait développer toute une pédagogie qui pouvait être comprise sans mots. J'utilisais des mots parce que j'avais envie quand même de les stimuler verbalement, mais j'essayais de ne pas les inonder de mots et je faisais à chaque rencontre au moins une activité que l'on peut suivre de manière complètement non verbale. Fait que je guide l'activité uniquement par mimétisme. Ils me regardent taper sur le xylophone, ils comprennent qu'il faut qu'ils tapent sur le xylophone, etc. Donc uniquement par mimétisme. Parce que de pouvoir être parfois dans cette connexion-là, par-delà les mots, j'avais l'impression que ça contribuait aussi à leur sécurité. De comme un peu décharger cognitivement toute la charge mentale associée au fait de décoder des mots. Un autre truc que j'avais mis en place, c'est que ce qui est difficile souvent, c'est les transitions. Par exemple, passer de « j'ai pas d'instrument dans mes mains » à « j'ai un bâton de pluie dans mes mains » à « je dois déposer le bâton de pluie pour passer à l'autre activité ». Ben, le moment de redéposer le bâton de pluie, c'est très difficile parce que s'ils se mettent à triper avec le bâton de pluie, ils ont vraiment envie de le garder. T'sais. Et donc, à la fois, le cadre permettait aux enfants de garder les instruments s'ils voulaient, puis d'aller les explorer un peu plus loin dans la pièce avec leurs parents, pour leur permettre quand même d'être dans le respect de leur élan. Puis s'ils avaient vraiment envie, ils pouvaient juste aller, pour les instruments qui faisaient pas trop de bruit, là, aller un peu les explorer dans l'autre bout de la pièce pour être plus à son rythme dans l'exploration de l'instrument. Et aussi, ce qu'on avait développé, c'était pour que les enfants aient envie de redéposer l'instrument après l'exercice, j'avais des feuilles plastifiées sur lesquelles était dessiné le profil de chacun des instruments. Vous avez déjà vu dans une série criminelle, quand il y a comme un cadavre à terre là, d'une scène de crime, il dessine comme le tour du cadavre. Là. C'est comme un être humain dessiné à craie à terre. Là. Ben, c'était un peu ça pour chaque instrument. Fait que, mettons, pour déposer un maracas, ben, tu avais comme une ligne qui faisait comme le manche du maracas, puis la tête du maracas, puis comme tout le contour du maracas. Pour déposer un bâton de pluie, ben, le rond dans le bas du bâton de pluie, il y avait comme un rond sur la feuille, puis il fitait parfaitement. Et donc, moi, je pouvais, par mimétisme, sans avoir rien dire, éventuellement, juste par mimétisme, déposer mon instrument à moi sur cet endroit-là, sur la feuille, et il fitait tellement bien, parce qu'on l'avait parfaitement dessiné pour ça, que c'était satisfaisant. Mettre un instrument dans un trou dessiné qui fit parfaitement pour lui, il y a quelque chose de satisfaisant là-dedans. Et donc, le caractère satisfaisant faisait que les enfants avaient plus envie de le déposer et que les transitions étaient plus faciles. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, j'essaie vraiment de me mettre dans la peau. Je vous donne un autre exemple. La théorie musicale. On croyait jadis naguère qu'on devait commencer à parler de théorie musicale aux enfants très tôt. Et déjà, dans les cours d'éveil musical, 3 ans, 4 ans, on commençait à leur parler de do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, repérer sur une feuille la clé de fa, la clé de sol, repérer une noire, une double croche, tout ça. Donc, on abordait la théorie musicale tôt. La personne qui avait son doctorat en didactique musicale m'a dit que cette information-là n'était plus vraiment à jour avec la science moderne et que les sciences didactiques nous montrent maintenant que pour des enfants jeunes, avant 5 ans, 6 ans, et dans le cas d'un enfant non-verbal même, je pense plus tard que ça, on ne parle pas de théorie musicale. Ce qu'on veut, c'est expérimenter la musique. C'est pas la comprendre. La compréhension cognitive de la musique viendra plus tard. Et ce sera à la limite facile de la comprendre cognitivement si on a d'abord pu l'expérimenter. De
l'ancienne philosophie qui était comprenons, puis quand vous aurez compris, là, vous aurez le droit de jouer, est complètement viré sur sa tête maintenant. C'est jouons quand vous aurez expérimenté les différents concepts musicaux. Par exemple, quand vous aurez expérimenté la différence ressentie entre le vite et le lent. Quand vous aurez expérimenté la différence ressentie entre le doux et le fort. Quand vous aurez expérimenté la différence ressentie entre chanter une mélodie de manière saccadée et chanter une mélodie de manière fluide. Après ça, on ira rajouter de la théorie là-dessus. Mais après ça, plusieurs années après, là, on veut vraiment l'expérimenter. Ce qui fait que dans la manière dont j'enseigne l'éveil musical, quoique mon but éventuellement, c'est que les jeunes aient envie d'apprendre la musique puis comprendre la musique aussi, mais je mise pas du tout sur la compréhension, je mise sur l'expérience. Donc, pour représenter le vite et le lent, je n'ai pas un carton sur lequel il est écrit vite ou lent. Ce que j'ai, c'est un carton sur lequel il y a un lièvre et une tortue. Et quand je veux que les jeunes expérimentent le lent, je dis, on va maintenant chanter la chanson comme une tortue. Puis là, on la fait comme une tortue, ce qui veut dire lentement. Mais je leur dis même pas lentement. Déjà, ça, c'est trop théorique. La tortue, ça, c'est pas théorique. C'est quelque chose qu'ils peuvent filer, expérimenter. Et quand je veux qu'on joue vite, ben là, je dis, on le fait maintenant comme un lièvre. C'est parti, à la claire fontaine en allant... Donc, rapidement. Mais je leur dis pas rapidement, je leur dis comme un lièvre. C'est ça les mots que j'utilise. Et dans le cas du doux et fort, on avait un pictogramme de chat pour le doux, un pictogramme de lion pour le fort. Dans le cas du saccadé et du lié, on avait un robot pour représenter le saccadé, et on avait une ballerine ou un danseur de ballet pour représenter le lié. Et ainsi de suite pour tout ce qu'on abordait dans la formation en éveil musical. Il ne s'agissait en aucun cas que des élèves sortent de là et qu'on leur dise « Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? » Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils avaient appris aujourd'hui, mais leur système nerveux savait qu'ils avaient expérimenté des choses. Ils avaient goûté c'est quoi une chanson rapide. Ils avaient goûté c'est quoi une chanson lente. Ils avaient goûté c'est quoi jouer fort. Ils avaient goûté c'est quoi jouer doux. Ils avaient expérimenté. Et vous allez voir que au cours du podcast, je vais souvent revenir sur ce principe, puisque c'est plus facile dans la vie de comprendre et de faire comprendre. C'est souvent par ça qu'on commence, et non expérimenter, et faire expérimenter. Le cours qui m'a le plus chamboulé à l'Université Laval dans mes cours de musique, c'est un cours qui s'appelle Rythmique Jacques Dalcroze. La rythmique de Jacques Dalcroze est une philosophie musicale didactique qui a été développée, je pense, comme en Suisse ou en Belgique, et qui est un des piliers du renouveau pédagogique en musique. Parce que c'est une vision qui, justement, a un paradigme d'expérimentation et de se dire, avant de savoir c'est quoi la différence entre une noire et une croche intellectuellement, on va aller vivre la différence entre une noire et une croche dans le cadre d'un jeu musical. Et une fois qu'on l'aura expérimenté dans un jeu, 2 jeux, 3 jeux musicaux, après ça, à la fin du cours, on va s'asseoir, puis là, on va vous dire « Qu'est-ce que vous venez d'expérimenter, vous pensez? » Puis là, on va parler de c'est quoi une croche puis une noire. Et donc, on met d'abord l'expérience et on vient connecter par la suite la connaissance théorique à l'expérience qui est déjà présente dans le cerveau du participant ou de la participante. Notre cerveau trouve une sorte de sécurité, je crois, dans le fait de tout comprendre et de tout expliquer et de d'abord commencer par le cognitif. Mais cette sécurité-là vient à un prix, c'est qu'on freine le processus d'intégration puis on ne va pas chercher le maximum de potentiel. Ce que j'essaie de plus en plus, moi, c'est m'éloigner un petit peu plus du cognitif, me permettre, oui, évidemment, de comprendre ce que je fais avec le cognitif, mais d'aller d'abord focaliser mon énergie sur des expériences. Évidemment, ça prend une bonne connaissance cognitive pour structurer une expérience pour qu'elle soit féconde.
Et donc, ce cours-là de rythmique Jacques Dalcroze a comme confirmé une tonne d'intuitions que j'avais concernant la pédagogie musicale. La première étant, ça doit toujours être fait par le jeu. Et même, je vais aller plus que ça, c'est pas juste la pédagogie musicale, c'est la vie en général. On doit rajouter du jeu dans notre vie. Notre système nerveux autonome n'est pas dans le même état quand il est dans un état juste essayer de comprendre cognitivement versus participer à un jeu qui nous fait découvrir et apprendre des choses. Et j'essaye de plus en plus de ramener des jeux dans ma vie et de structurer ce que je fais dans un paradigme ludique. On se reparlera de ça. Finalement, je ne vous parlerai pas de la chorale Tout le monde dans le champ. Je vais faire un autre épisode à m'amener sur la chorale Tout le monde dans le champ qui va avoir son propre podcast. Aujourd'hui, on a parlé plus de l'éveil musical puis de la rythmique Jacques Dalcroze. Et j'espère que ça vous a donné envie de prendre soin dans des contextes pédagogiques, ou devrais-je dire andragogiques. Parce que oui, pour péter de la broue, je vais vous dire que la pédagogie, pédo, c'est pour les enfants, alors que l'andragogie, andro, c'est pour les adultes. Mais dans le podcast, je vais utiliser pédagogie pour tout représenter parce que je ne veux pas trop péter de broue. Je vous laisse sur le thème musical du podcast que tranquillement, je continue à développer. Et on se revoit dans un prochain épisode. Même si tout... C'est pas même si, c'est parce que tout peut péter demain, parce que la vie est quand même tough. Apprenons à prendre soin. Parce que tout peut péter demain. J'apprendrai à prendre soin. Alors tiens ma main dans le silence. Et on va tenter la chance. J'ai eu la mine basse et foiré dans mon lit. Le marathon qui passe, mais moi je reste ici. J'aurais tellement voulu souvent une main d'un cheveu. J'ai commencé la semaine et je pétais le feu, mais j'arrive au mardi déjà cassé en deux. C'est pas de ma faute, j'ai rencontré un courant d'air. J'ai visé haut, j'ai tombé bas, et la douleur me rattrapa. C'est dans tes bras que j'irai en premier quand ce sera à refaire. Parce que tout peut péter demain. J'apprendrai à prendre soin. Alors tiens ma main dans le silence. Et on va tenter la chance. Ditto.